Donc l'exposition présente une centaine de cartes, l'exposition de cet été à Saint-Malo. Le musée Stewart possède 1 millier de pièces de ce type. Comment fait-on le choix d'une centaine de cartes parmi 1 millier? C'est toujours agréable d'avoir l'embarras du choix, sauf qu'on s'est plutôt astreint à sélectionner des cartes qui nous permettaient de pouvoir exposer comment on représentait le monde. Ce qui fait qu'on a choisi de partir du plus général, donc des maps-mondes, qui nous amènent vers les cartes des continents, des cartes de pays, de régions, des cartes de villes, et finalement des cartes un peu plus spécialisées, cartes célestes et cartes des pôles. Et la série de plans de ville est aussi intéressante à ce niveau-là. Cependant, ce qu'on a omis, ce sont nos cartes curieuses, entre autres. Ce sont aussi les cartes régionales de tous ces postes et ces forts qui ont été érigés en Amérique du Nord. Donc, bien sûr, on s'est limité à ça. Et déjà, une centaine, c'est déjà pas mal. La plus ancienne date du 15e siècle? La plus ancienne date du 15e siècle. Elle est issue de la chronique de Nuremberg qui a été publiée à Nuremberg, effectivement, en 1493. Donc, une année après la découverte de Colomb. Bien sûr, l'Amérique n'est pas représentée, donc c'est une vue du monde connue par les Européens autour de la Méditerranée, un peu d'Afrique du Nord et l'Europe en particulier. Je crois qu'aussi, donc on présente des très très anciens documents intéressants, mais je crois que c'est une exposition qui propose des technologies assez modernes. Est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots? Nous avons fait numériser tout près de, je pense que c'est 18 de nos cartes en haute définition et on pourra pouvoir entrer virtuellement dans ces cartes-là et les visiter en réalité augmentée. En fin de compte, aller voir ce que l'œil lui-même aurait beaucoup de difficultés à repérer. Et ceci nous permettra de pouvoir, bien sûr, aller dans le détail, aller retrouver un détail qu'on ne verrait pas comme ça à première vue, mais ça nous fait aussi prendre conscience de tout le travail de ces graveurs qui devaient préparer les plaques d'impression. On s'aperçoit que l'écriture est minime, alors on se demande comment ils pouvaient arriver au 17e ou au 18e siècle à faire un travail aussi fin avec des outils qui sont loin d'être des outils aussi perfectionnés que l'on a aujourd'hui. Alors, dernière question, comment se constitue, c'est peut-être une très longue histoire, comment se constitue une telle collection extraordinaire de cartes? Elle se constitue à partir d'une passion d'abord. Et je pense que comme le musée Stewart est un musée d'histoire, il est assez difficile de parler d'histoire sans référer à des cartes, sans référer à la géographie. Cette collection-là a été constituée principalement à partir de la moitié des années 70 jusqu'à peu près 1990. Le gros de la collection, qui compte environ 700 cartes qui précèdent le 19e siècle. Donc, c'est une collection de cartes anciennes importante. Et le fait qu'on se retrouvait dans un marché qui était accessible à cette époque, le marché de la cartographie ancienne va prendre de la popularité et ces objets-là vont prendre de la valeur à mesure qu'on se rapproche du premier demi-millénaire. 1992, demi-millénaire de la découverte de l'Amérique, là, il
Il y a comme une envie d'avoir une vieille carte. Donc, le prix des cartes, le coût augmente énormément. Donc, cette collection-là a été constituée auparavant. Je pense qu'il y a 4 événements qui ont permis que cette collection-là s'améliore et s'augmente. Et ça a été la présentation de 4 expositions en sol français. Notamment une première exposition à Saint-Germain-en-Laye, qui avait comme thème Frontenac et le Canada de Louis XIV. Une deuxième aux Archives nationales en 1982. L'exposition inaugurale du Musée du Nouveau Monde à La Rochelle. Et finalement, en 1984, un prêt de 64 de nos cartes, ici même à Saint-Malo. Donc, ce que l'on offre aujourd'hui, c'est effectivement un retour sur cette exposition de 1984, mais cette fois avec une centaine de cartes, parce que la collection a continué à grandir aussi. Donc, le fait comme ça de pouvoir développer, et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'en même temps, on a aussi développé une collection parallèle d'instrumentation qui servait à la cartographie, qui servait à l'astronomie, qui servait à l'arpentage, qui servait à dresser, à dessiner ces cartes-là. Donc, c'est une collection qui est non seulement constituée de cartes, mais quand on dit plus d'un millier d'objets liés à la cartographie ancienne, on inclut tous ces objets qui sont, eux, directement en lien avec cette collection de cartographie. La cartographie touche à plusieurs dimensions. Je pense, pendant que vous m'expliquiez tout ça, il y a bien sûr l'aspect historique, l'aspect géographique, mais il y a aussi un aspect quasiment philosophique. On voit la même représentation des hommes à différentes époques. Voilà. Les cartes sont porteuses de messages. Bien souvent, c'est un objet qui doit nécessairement avoir une certaine valeur scientifique. Et c'est pour ça qu'effectivement, on s'appuie sur des relevés que l'on veut les plus précis possibles. C'est pour ça qu'on a développé aussi toute une technique de relever les côtes, relever les mathématiques en lien. Et là, on entre dans la triangulation qui devient absolument importante. On dessine les cartes aussi à partir d'un quadrillage cartésien qui lui donne sa valeur scientifique. Mais au-delà de ça, il y a toute la symbolique que l'on peut ajouter à cette carte-là. Et la symbolique va répondre à la commande. Donc, si le commanditaire veut faire valoir, par exemple, vous aurez une map-monde qui va vous présenter les missions jésuites à travers le monde. Bon, au point de vue géographique, on peut se contenter d'une forme à peu près, mais ce qui est important, c'est que cette carte-là démontre l'omniprésence des jésuites à travers le monde. La même chose pour une carte qui est commanditée par le roi. Elles sont là pour faire la démonstration de la puissance royale sur son continent ou dans ses colonies. Donc une arme politique, là. Ça peut devenir une arme politique, ça peut devenir aussi un objet chargé d'informations, que ce soit des informations historiques ou que ce soit des informations ethnologiques. Il y a des cartes qui nous représentent les pêcheries à Terre-Neuve ou qui nous représentent les castors du Canada qui construisent leurs barrages et toutes sortes d'éléments de cette sorte-là. Donc, la carte peut être utilisée à différentes fins selon celui qui la fabrique ou celui qui la commande. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci.